Merci beaucoup. Merci surtout pour ces mots gentils. Merci aussi pour ceux qui sont restés, même s'ils sont fatigués. Mais ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses. Vous les avez fatigués, mais on a appris beaucoup de choses. Alors, pour ne pas trop s'étaler, on va passer rapidement. On m'a demandé de vous traiter la question quelle place pour l'antibiothérapie aux urgences. Eh bien, on le sait tous, les antibiotiques restent quand même les médicaments les plus prescrits dans la population pédiatrique, même en dermato, hein. Beaucoup plus même que les corticoïdes. Et dans les services d'urgence, on a encore une prescription qui est augmentée. Toutes les études qu'on peut voir, on retrouve 40 à 50% des enfants qui consultent aux urgences sortent avec une ordonnance qui contient au moins un antibiotique. Peut-être qu'on a une tension de prescription aux urgences, hein. C'est peut-être ce qui règne dans un service d'urgence quand on est en urgence qui nous pousse. Et dans la moitié des cas, l'utilisation d'antibiothérapie, elle est inutile, hein. On pense qu'un patient sur deux à qui on a donné un antibiotique, quand on revoit les dossiers après, eh bien, il n'en avait pas besoin. Alors, la conséquence de prescription d'un antibiotique dont on n'a pas besoin, eh bien, c'est deux choses. La première, c'est augmenter les résistances. Et la deuxième, c'est le coût. C'est l'impact, surtout dans les pays en voie de développement comme nous, où on a un choix réduit d'antibiotiques et ce qui contraste avec l'incidence élevée des infections, des maladies infectieuses. Et donc, on est en train, en créant comme ça des résistances, on va tourner en rond. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques tous les antibiotiques qu'on utilise en quelque sorte en pédiatrie sont en quelque sorte extrapolés de l'adulte. Éthiquement, on ne fait pas d'études chez l'enfant, on va beaucoup plus les faire et on extrapole chez l'adulte. Alors finalement, la place de l'antibiothérapie en urgence, quand il y a une indication d'antibiothérapie, ça doit toujours découler d'un raisonnement médical qui doit être très rigoureux. Donc on doit raisonner pour aboutir justement à cette forte suspicion clinique d'infection bactérienne qui va nous imposer cette antibiothérapie en urgence. Et donc, en urgence, pourquoi est-ce qu'on pense souvent à des infections? Parce que la période infantile, elle est propice aux infections, le système immunitaire est immature, mais quand on dit infection, c'est pas tout le temps des infections bactériennes. C'est beaucoup plus des infections virales que bactériennes. Et même les infections virales peuvent donner des tableaux de défaillance et peuvent donner des tableaux graves. On vient de voir l'herpès, on vient de voir la varicelle, ce sont tous des maladies qui ne sont pas bactériennes, mais qui peuvent donner des tableaux graves. Alors, comment est-ce qu'on doit raisonner? On doit toujours raisonner en fonction du site. Quel est le site infecté quand on l'a? Donc, souvent en pédiatrie, l'interrogatoire et l'examen clinique vont nous orienter vers le site infecté. Parfois, c'est des choses qui sont évidentes. Vous avez donc un abcès, un adénoflegma, vous avez des choses évidentes. Il faut aussi raisonner en fonction du terrain. Alors, on sait que moins de 3 mois, le nouveau-né, c'est un immunodéprimé. Donc, une fièvre comme ça isolée, ça doit vous évoquer une infection bactérienne. Mais il y a aussi un enfant porteur de myco, un enfant drépanocytaire. On doit en prendre en considération ceci. Alors, quand on raisonne selon le site, selon le terrain, mais parfois, on est juste devant un enfant qui est fébrile et qui a des signes de toxicité, qui va mal. Ça peut être viral, ça peut être bactérien, mais si c'est bactérien, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de passer à côté d'une infection bactérienne sévère ou invasive. Parfois, on peut aussi monter notre raisonnement probabiliste sur des marqueurs d'inflammation. Alors là aussi, les marqueurs d'inflammation, le taux de globules blancs, il a été démontré comme ne portant rien en matière d'infection bactérienne par rapport aux infections virales. La CRP, elle peut nous aider quand elle est élevée, mais là aussi, à partir de quel taux, hein? Et on peut aussi avoir de véritables infections bactériennes invasives sévères avec des taux de CRP bas. La PCT, quand elle est augmentée, elle nous rassure. Elle a plus de spécificité, on va dire, que la CRP, donc la PCT, plus une sensibilité et une spécificité pour les infections bactériennes. Mais là aussi, une PCT négative, eh bien, si elle n'est pas positive, elle est négative, ça ne vous conforte rien du tout. Et puis, on a les prélèvements bactériaux. Chaque fois qu'on pose à une infection bactérienne, il faut faire des prélèvements bactériaux. Parce que, de un,
ça va nous permettre d'orienter notre antibiothérapie. Et de deux, eh bien, si c'est prélèvements bactériaux, parfois on va raisonner. Parfois, on va arrêter une antibiothérapie probabiliste qui a été administrée au tout début. Et donc, comme je vous ai dit, les infections qui sont le plus pourvoyeuses de prescriptions antibiotiques dans notre contexte restent les infections respiratoires hautes, les otites, les rhinopharyngites, les sinusites, les angines, les pneumonies, et on a les infections digestives. Alors, la plupart de ces infections, dans la majorité des cas, c'est des infections virales. Et donc, l'infection bactérienne la plus fréquemment rencontrée chez l'enfant reste là aussi l'infection urinaire, mais on en voit beaucoup, et on se demande si on fait correctement nos prélèvements. Alors, beaucoup plus rarement, les infections invasives et sévères. Je ne sais pas combien vous voyez de méningites par an, mais on n'en voit pas autant qu'avant. Donc, les bactériémies occultes, ça a diminué, c'est moins de 3% actuellement. Les méningites aussi, l'incidence a diminué, de même que l'incidence des infections ostéo-articulaires. Et donc, en situation d'urgence, l'évaluation reste difficile, vous le comprenez, parce que les infections bactériennes sévères qui imposent une antibiothérapie en urgence, c'est rare, donc il y a une faible incidence. La présentation initiale est non spécifique, parfois on a le vrai tableau, on a le tableau de purpura comme on vient de voir, mais parfois c'est juste un enfant qui a des cris incessants, qui est fébrile, qui a une tête qui ne vous revient pas. Et une chose importante chez l'enfant, c'est ce potentiel de détérioration rapide. Et l'exemple type en est le purpura fulminans. Donc, on a un enfant qui peut grogner le matin, être un petit peu pas bien dans son assiette, et en 6-12 heures, vous allez avoir votre éruption, et voilà. Et donc, il faut aussi garder en tête qu'il y a une limite floue entre une urgence chez l'enfant en pédiatrie, faire la distinction devant un enfant qui a une détresse vitale entre ce qui est infectieux et ce qui ne l'est pas. Il y a une limite floue, et la balance, on doit balancer beaucoup plus du côté infectieux, parce que là on a un avantage à démarrer une antibiothérapie. Alors finalement, les infections graves qui ne devraient pas, on va dire, souffrir de retard, restent quand même le sepsis. Alors le sepsis, il faut savoir y penser rapidement, parce que là, si vous ne le chopez pas rapidement, c'est lui qui vous rattrape. La méningite, la pneumonie, l'infection urinaire, la gastro, plus rarement l'ostéomyélite. Alors, notre prise en charge, elle devrait essentiellement être centrée sur la reconnaissance précoce pour éviter les aggravations, le traitement du sepsis et du choc, et on doit le traiter, et ça, l'antibiothérapie, elle précède tout prélèvement. Et une antibiothérapie, elle se doit d'être précoce. Alors, quand on pense à démarrer une antibiothérapie en urgence, c'est essentiellement pour éviter le décès. Le purpura fulminans, si vous ne démarrez pas, alors c'est la situation, le sepsis, le purpura, c'est la seule situation où on démarre l'antibiothérapie avant de faire un prélèvement. Alors moi, je ne ferai pas de protéines S, C ni S, parce que non, on démarrera une antibiothérapie en urgence et après on fera les prélèvements. Alors, quand on a un doute, oui, il faut démarrer. Si on a un doute, vous avez un enfant qui est tachycarde, qui a de la fièvre, qui a une tête toxique, vous devez démarrer. Il y a des situations où on peut se permettre d'attendre 4 heures, 6 heures. Donc, en dehors du sepsis où l'antibiothérapie doit être mise en route avant les 60 minutes, il y a des situations où on peut se donner 4 heures, 6 heures pour documenter avant de démarrer. Et puis, l'antibiothérapie, on la démarre aussi pour éviter une complication. Alors, quand on pose l'indication d'une antibiothérapie, on va toujours se demander quelle antibiothérapie il faut donner, quel est le moment opportun où il faut la demander, et le moment, on n'en parle pas. Quand c'est grave, quand le pronostic vital est mis en jeu, il faut la démarrer. Quand on a le temps de faire des prélèvements, on fera des prélèvements et on démarrera l'antibiothérapie. Quand l'infection, elle est évidente, c'est-à-dire vous avez des signes d'infection urinaire, vous faites une bandelette urinaire, vous trouvez des nitrites, des leucocytes, l'enfant il est fébrile à 40, on va faire un ECBE et on va démarrer l'antibiothérapie. Alors, laquelle? Eh bien, c'est ça le rôle aussi de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Donc, quand on pose l'indication d'une antibiothérapie, le choix de la molécule, ça va être en fonction du germe qu'on veut viser.
Donc, vous avez une pneumonie, vous allez viser le streptocoque pneumoniae. On a une infection cutanée, on va viser le staph. Donc, ça dépend donc une infection urinaire, on veut viser l'Escherichia coli. Donc, le site, c'est très important et c'est ce qui va conditionner le choix de la molécule. Mais pas que. Le choix de la molécule doit aussi prendre en considération les particularités physiologiques de l'enfant. Et on n'arrête pas de dire qu'il faut s'adapter à l'enfant. Et donc, un prématuré, c'est pas un nouveau-né à terme. Il faut prendre en considération donc la biodisponibilité de l'antibiothérapie. Il faut prendre en considération donc dans notre choix son absorption, son élimination, sa distribution. On sait que les enfants, le volume de distribution, il est augmenté puisqu'on a un secteur extracellulaire, on a beaucoup d'eau chez l'enfant, et d'autant plus quand il y a des infections graves et quand on a un sepsis, ça va augmenter plus notre volume de distribution du fait de l'hypoalbuminémie et d'autres perturbations. Donc, il faut toujours garder en tête donc tous ces facteurs-là qui interviennent dans le choix et de l'antibiothérapie. Donc, on le choisit en fonction du germe. La dose, on l'adapte à l'enfant en fonction aussi de ses capacités d'élimination. L'antibiothérapie, quand c'est grave, elle se doit d'être bactéricide. En général, on a le plus souvent besoin d'une monothérapie. Donc, une bithérapie, c'est surtout dans les situations graves, dans les sepsis où on a besoin d'un large spectre et après, on rétrécit. La bactéricidie, parfois, on en a besoin quand on adjoint des aminosides, c'est surtout pour augmenter au niveau du site. Et parfois, on a besoin d'aller, si vous avez un abcès, ou là, une pleurésie purulente, vous avez beau mettre des antibiotiques, ça va pas se résoudre. Il faut aussi une effraction, il faut libérer ce pus, j'ai envie de dire. Donc, toujours tenir compte donc de ces facteurs-là quand on choisit notre antibiothérapie et qu'on pose l'indication. Et puis, d'où la nécessité aussi de travaux. Il faut qu'on sache quelle est notre écologie bactérienne et d'où l'intérêt des études. Il faut se fier aux études nationales. Quand vous traitez, il faut se fier aux études nationales. Et là, donc ça, c'est un exemple de sensibilité, donc d'études qui ont été faites au Maroc et qui vous montrent là, une étude qui a été faite au Maroc concernant la sensibilité du streptopneumoniae entre 2015 et 2018. Alors, voilà, ça a montré qu'au Maroc, la sensibilité à l'amoxicilline et à l'amoxicilline acide clavulanique, quand même, elle est de l'ordre de 94,7%. Donc, on doit prendre en considération tout ce qui est antibiorésistance, prendre en considération cette écologie bactérienne pour pouvoir nous aider dans notre choix. Alors, on a dit que c'était, rappelez-vous, l'antibiothérapie, elle était justifiée pour éviter le décès, quand on a un doute, pour éviter une complication. Et ça a été démontré que chez les enfants qui sont gravement malades, il faut toujours raisonner. D'abord, est-ce qu'il existe une instabilité hémodynamique? Voir en fonction du terrain, est-ce qu'il y a un déficit immunitaire? Donc, est-ce que c'est compromis? Est-ce qu'on peut obtenir donc une voie et obtenir des prélèvements? Est-ce qu'il y a une dysfonction d'organes pour pouvoir adapter notre antibiothérapie? Et comme je l'ai dit, toujours le risque. Donc, toujours ne pas passer à côté d'une urgence d'un sepsis. Donc, une fièvre, on n'arrête pas de le dire, une fièvre avec une tachycardie, des troubles vasomoteurs, un comportement inhabituel, c'est une urgence en pédiatrie. Il faut hospitaliser et il faut arrêter l'évolution. On l'arrête par l'antibiothérapie précoce, le remplissage massif est rapide et par l'évaluation, donc par la suite du patient. Et on l'a toujours dit, même le dermato, il connaît la dose en cas de purpura, c'est de la C3G, 50 mg par kilo. Si vous n'arrivez pas à la faire en intraveineux, c'est en intramusculaire. Les moins de 3 mois aussi constituent une urgence parce que là, il n'y a pas de signe spécifique d'infection. L'examen clinique est très difficile. L'évolution, elle est rapide. L'évaluation clinique, elle est souvent trompeuse. Même pour les plus expérimentés, le taux d'infection bactérienne sévère a certes diminué, mais il est toujours là. Les infections sévères restent dominées par les infections urinaires, beaucoup plus que les méningites. Donc, il faut savoir y penser. Et chez ces enfants, on a souvent une attitude agressive dans le fait où on va, donc, il nécessite une surveillance en milieu hospitalier. Quand ils sont Donc, quand on n'est pas si inquiet que ça,
il faut faire des prélèvements le plus rapidement possible et essayer de raisonner en fonction de la clinique, des prélèvements obtenus. L'antibiothérapie, elle restera toujours au choix du clinicien. C'est celui qui examine. On ne peut pas donner une recette pour tous les moins de 3 mois. Ils ne se ressemblent pas d'ailleurs. La probabilité d'une infection bactérienne sévère quand ils ont une mauvaise tête, elle va de 25 à 50%. Donc, sepsis, purpura, fulminance, fièvre avec syndrome toxique, on est tous d'accord, antibiothérapie en urgence. Mais il y a d'autres situations qui sont moins dramatiques et pour lesquelles, en urgence, quand ils arrivent, on va les mettre sous antibiotiques. Alors ici, il faut toujours penser au rapport bénéfice-risque quant au traitement. Et les plus grands pourvoyeuses de prescriptions d'antibiotiques restent les IRA hautes. Et là, donc pourquoi est-ce qu'on les donne? Parce qu'en général, ça se résout tout seul, les infections respiratoires hautes, aiguës hautes, dans la majorité des cas, tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Alors, quel est l'impact de l'antibiothérapie pour empêcher la complication? C'est ça. Il faut traiter 4000 otites pour éviter une mastoïdite. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, rhinopharyngite, c'est viral. Et malgré tout, 80% de ceux qui consultent aux urgences sortiront sous antibiotiques. Donc, l'antibiothérapie doit être proscrite. L'otite, on a l'habitude de dire otalgie plus fièvre, c'est une otite antibiotique. Non. Et là, vous voyez que tous les malades ont évolué de la même façon alors qu'ils n'étaient pas traités. Et sur le dernier papier qui est apparu, donc de 2023, on ne traite pas toutes les otites. C'est surtout lorsqu'on a du PU, lorsqu'on a un âge inférieur à 6 mois, lorsqu'on a des anomalies crânio-faciales, lorsqu'on a un terrain qui est donc une déficience immunitaire, lorsqu'on a un terrain particulier. C'est là où on a une indication donc à traiter ces petits. Donc c'est une amoxicilline, acide clavulanique. Et là, donc la durée du traitement va être variable. Et si vous avez du PU, bien sûr, il faudra drainer aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudrait traiter 4000 otites pour ne pas passer à côté d'une mastoïdite. Et là, vous avez une mastoïdite. C'est souvent au décours, ça vient 2 semaines ou plus, 15 jours, 2 semaines après une rhinopharyngite ou une otite qui serait maltraitée. Alors là aussi, donc le germe le plus souvent en cause, on sait que c'est très bien le streptopneumoniae. Donc il faut savoir viser le streptopneumoniae et respecter. On a parlé tout à l'heure de la posologie, la durée, mais aussi l'intervalle, parce que le but donc quand on donne des antibiotiques, c'est arriver à éliminer ce germe-là. Donc il faut atteindre des concentrations maximales et pour cela il faut respecter aussi les horaires. Quand on donne de l'amoxicilline, l'idéal serait de la donner tous les 6 heures. Pas une fois par jour, pas tous les 12 heures. Alors, les angines, cause majeure de prescription, là aussi, d'antibiotiques aux urgences, alors que dans plus de 70% des cas, c'est viral. Alors, pendant longtemps, on a été victime, on va dire, de cette politique nationale dans le cadre de lutte contre le rhumatisme articulaire. Toute angine rouge est une angine streptococcique, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vrai. Donc, il faudra plus utiliser des tests rapides. Et puis, si on n'a pas de tests rapides, actuellement même, les recommandations vous disent qu'il faut se freiner pour donner chez un gamin qui vient vous voir avec cette gorge jauge, avec un petit point blanc. S'il est fébrile, revoyez-le après 48 heures. Vous me direz non, ils veulent pas revenir. Il faut insister. Et de toute façon, quand ils reconsultent, ils ne payent pas. Et donc, voilà. Donc, on insiste actuellement sur les critères cliniques, sur la classification. Et ils insistent beaucoup sur le fait donc on revient sur ces scores, il revient sur les scores cliniques pour pouvoir déterminer quels sont les enfants qu'on mettra plus sous antibiotiques. Donc les tests de diagnostic rapide pourraient aussi résoudre le problème de cet abus d'antibiotiques qu'on voit au cours des... Oui. Oui. Écoute rien si donc plus cher que l'antibiotique, oui. Mais en coût de santé, ça reviendrait à une économie énorme aussi, à une diminution de l'antibiorésistance. Oui. Et puis ça, c'est une étude récente qui est parue dans Antibiotics en 2023, et c'est une étude qui est multicentrique, qui a étudié l'évaluation de l'impact de la gestion sur la prescription d'antibiotiques entre 2014 et 2019. Ça s'est passé en Italie, 3 services des urgences pédiatriques. Alors, donc, ils se sont intéressés à tous les enfants qui consultaient pour pharyngite, otite simple, otite moyenne aiguë. Et pour deux centres, le A et le B, vous les voyez là. Pour les 2 centres, il y en a pour qui on a fait des procédures, on a donné des protocoles.
On a standardisé et il y a eu des formations continues tout le long de l'année. Alors, vous voyez que pour les deux, donc c'est resté stable pour les équipes. Donc, en ce qui concerne les prescriptions journalières d'antibiotiques, c'est resté la même chose pour le groupe C, alors que le groupe A et B, on a eu une nette diminution de prescriptions d'antibiotiques. Ethmoïdite, là aussi, donc ça, c'est par contre une urgence. Donc, un œil qui est non ouvrable, c'est rouge, œdème paupière plus fièvre, c'est unilatéral. Donc, pensez à l'ethmoïdite. Il faut l'adresser en urgence ici pour l'hôpital. Donc, imagerie, antibiothérapie, toujours voir est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de faire un drainage quand il y a une collection en poste septal. Autre, on va dire, prescription d'antibiotiques qui viennent souvent aux urgences, on a tout ce qui est adénopathie, adénoflegma. Alors parfois c'est simple, mais parfois, regardez de l'autre côté, c'est une petite qui a eu des AINES et des corticoïdes. Alors elle revient dans un tableau de sepsis, elle était fébrile, instabilité hémodynamique avec cette masse qui est chaude, douloureuse, une crépitation neigeuse, donc voilà. Donc, c'était une petite mythe sous AINES et corticoïdes. Pneumonie, c'est parmi les causes, on va dire, 2 millions de décès par an dans le monde. Et donc, quand on suspecte une pneumonie, c'est une urgence que de mettre des antibiotiques parce que le risque, c'est d'éviter justement les complications. Alors, pneumonie, c'est en principe une tachypnée avec de la fièvre. Il faut savoir y penser. Le gold standard serait la radio de poumon. Et là aussi, on traite. Et c'est vrai qu'avec la vaccination anti-pneumo, on a vu une diminution nette des infections invasives à pneumo, mais donc l'agent le plus souvent responsable dans notre contexte, dans les pneumonies, reste le streptocoque pneumoniae. Autre cause d'infection bactérienne très fréquente et qui est motif là aussi d'utilisation d'antibiotiques, c'est l'exemple classique, quelqu'un qui vient un nourrisson pour une fièvre isolée depuis 5 jours. À quoi vous pensez en premier? Examen, rien. Quand on n'a rien, une fièvre, pas de foyer, pas de site visible, on pense à la bandelette urinaire, donc recherche de leucocytes et de nitrites. Donc, c'est un excellent moyen de dépistage. Alors, il a une valeur prédictive positive, donc quand vous mettez en évidence des nitrites et des leucocytes, eh bien, ça, on doit tout simplement compléter par un ECBU. Et là aussi, les règles sont claires. Qui hospitalisé, c'est les nouveau-nés, les moins de 3 mois, lorsqu'on a un sepsis, lorsqu'on a une uropathie malformative, un terrain particulier. Là, c'est une indication à une bi-antibiothérapie. Et là, on vise donc le choix de l'antibiotique, c'est quelque chose qui va bien diffuser au niveau du parenchyme rénal et qui soit bactéricide pour éviter les cicatrices rénales. Donc, moins de 3 mois, oui. Au-delà, alors tous les guidelines, tous les mises à jour vous disent qu'au moins delà de 3 mois, on peut traiter en ambulatoire. Alors, il y en a qui, jusqu'à un certain âge, vont traiter par voie parentérale pendant 48 heures à 4 jours, le temps d'obtenir une apyrexie et de switcher par voie orale. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les recommandations qui sont retenues. Voilà. Donc, je vous ai fait juste... donc là, c'est juste pour vous rappeler les germes et les doses. Et donc, c'est juste pour conclure, c'est pour dire que les urgences infectiologiques en pédiatrie, c'est une éventualité rare, mais qui existe. Il faut les reconnaître précocement. Donc, le sepsis, le purpura, on discute pas, c'est une antibiothérapie en urgence. Pour les infections bactériennes sévères, l'antibiothérapie doit être précoce, mais après avoir démarré ses prélèvements. Elle doit être simple, elle doit être réfléchie. C'est pas parce qu'il y a des signes de sévérité qu'on doit viser et donner 4 antibiotiques. Les infections bactériennes communes, donc en général, ça va découler d'une antibiothérapie probabiliste et il faut toujours essayer de mesurer les bénéfices et les risques. Et voilà, je vous remercie.